Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors que le bilan des victimes sénégalaises dans la bousculade de Mina s'alourdit jusqu'à 54 morts, un membre de la cellule de crise et de suivi psychologique fait savoir que le Sénégal pourrait identifier tous ces morts d'ici la semaine prochaine, d'après Momar Ndao, qui est aussi de la commission médicale chargée des pèlerins. Le processus d'identification s'est accéléré depuis que les autorités saoudiennes ont accepté la méthode des empreintes digitales. Momar Ndao est joint par El Hadj Zaoudienne. Depuis le début, j'avais demandé à ce qu'on dise à l'Arabie Saoudite d'utiliser les empreintes digitales, donc j'ai décidé, pour les comparer avec donc la base de données des pèlerins, parce que chaque pèlerin qui entre en Arabie Saoudite peut voyer prendre les empreintes digitales à l'aéroport. Donc dès l'instant qu'on avait cette base de données, il était possible uniquement en prenant les empreintes donc des décédés de voir tout de suite quel est son nom, son adresse, toutes les données qui étaient sur le passeport. Mais l'Arabie Saoudite n'avait pas fait ça depuis le début. Et il a fallu que donc nos autorités insistent pour que l'Arabie Saoudite commence à faire cela. Et depuis que l'Arabie Saoudite a commencé à le faire, donc les choses s'accélèrent. Parce que c'est plus facile, on est sûr d'identifier tous les morts puisque on a la base de données des empreintes de tous les pèlerins. Bon, maintenant on peut avoir aussi certaines personnes, peut-être qui ne sont pas en tout cas décédées, qui donc ne sont pas parmi les morts mais qui sont perdus. Mais ce sera un pourcentage extrêmement faible qu'avec la base de données, tous les morts seront identifiés. Avec ce système d'empreintes, d'ici combien de temps le Sénégal peut-il connaître le nombre exact de ses victimes? Vous avez vu qu'aujourd'hui le nombre de morts croît de manière très rapide, parce que tout simplement c'est beaucoup plus fiable, c'est beaucoup plus rapide. Bon, je pense que ce n'est plus qu'une question de jours, ça va aller très rapidement, parce que c'est la méthode si on aurait dû utiliser depuis le début, mais que l'Arabie Saoudite n'a pas voulu mettre en place. Donc, je pense que soit dans la semaine ou plus tard la semaine prochaine, donc ça va aller très très vite, parce que c'est les méthodes qui permettent donc d'être exhaustifs et d'être immédiatement informés. Momar Ndao de la cellule de crise et d'assistance psychologique aux pèlerins et à leurs familles. La cellule d'accueil psychologique justement des pèlerins a accueilli 300 personnes à ce jour. Elles souffrent de traumatisme, mais au total, ce sont 3000 pèlerins qui ont été contactés depuis l'installation de cette structure logée à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. El Hadj Zaoudienne. Pour éviter un choc psychique et psychologique, les pèlerins sont pris en charge dès le retour à Dakar. Professeur Aïda Sylla est la coordonnatrice de la cellule d'accueil psychologique des pèlerins. Nous avons contacté l'ensemble des pèlerins qui sont arrivés en passant par l'aérogare des pèlerins. Donc cela fait pour le moment un chiffre qui tourne autour. Nous les avons contactés dans les bus, ils les transportent de l'avion vers le hangar. Et dans ce bus, nous leur expliquons ce que c'est que le traumatisme psychique et les signes devant lesquels les personnes ou les familles qui les observent devraient demander de l'aide pour eux. Maintenant, il y a des pèlerins qui souhaitent rencontrer la cellule et nous les recevons au niveau du local que nous avons aménagé pour débuter des entretiens avec eux. Et pour l'instant, nous avons reçu autour de 300 pèlerins qui ont transité donc par notre local et qui ont eu à avoir des entretiens. Mais le travail ne se limite pas là. Un dispositif de suivi est mis en place. D'autres sont rentrés directement chez eux et par la suite ont pris contact avec les structures de prise en charge où ils sont vus. Donc nous attendons d'avoir la remontée de tous les sites sur l'ensemble du territoire. Donc nous allons le continuer parce que les personnes qui vont arriver maintenant seront orientées dans les structures de soins et à ce niveau, le suivi sur le long terme pourra se faire si de besoin. Le professeur Aïda Sylla et ses collègues sont à pied d'œuvre depuis le 2 octobre, date du début des vols retour. Leur cellule se fixe comme objectif de faire oublier aux pèlerins les douloureux événements vécus à Mina le 24 septembre dernier. Hors sujet, c'est l'appréciation faite par des citoyens sénégalais qui ont réagi à la déclaration du PDS sur le drame de Mina. D'après ses compatriotes, parler de la responsabilité du gouvernement dans cette affaire, c'est manquer de respect aux victimes.
Il parle tout simplement de volonté divine. Reportage Sornala Tambaye. Monsieur Fall est hors de lui. Il gesticule, élève la voix et ne retient pas sa colère. 54 Sénégalais morts à Minna, le gouvernement doit plier bagage, selon le PDS. Monsieur Fall proteste. Pourquoi le gouvernement doit démissionner? Ça, c'est de n'importe quoi. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour ça? Ça, c'est une affaire divine. Le gouvernement ne peut pas empêcher à Dieu de tuer. C'est Dieu qui tue. Ce jeune, lui, s'en remet à la volonté divine. Ces gens-là, c'est comme s'ils ne croyaient pas en Dieu. Loin d'être fataliste, Iba Gueye estime que le PDS en fait trop. Ceux qui sont morts à la Mecque, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Le gouvernement n'y peut rien. De grâce que ces libéraux se taisent. Monsieur Fall revient à la charge et qualifie d'insanité les propos des libéraux. D'après lui, pas de doute, il profite de ce malheur pour se positionner. Mais c'est pourquoi pour dire n'importe quoi. Chaque fois qu'il y a qui sont dit le gouvernement, et les Iraniens, et les autres pays qui ont perdu leur... Parce que j'ai appelé les Sénégalais qui sont morts là-bas. Mais c'est 1000 et quelques morts. Pour ce vendeur de journaux, les Sénégalais aiment les détails, jusqu'à en oublier le plus important. Mieux vaut prier pour nos morts. Arrêtons de polémiquer sur tout. L'opposition doit se concentrer sur des choses plus importantes. Même si le gouvernement n'est pas totalement responsable, l'opposition est dans son rôle, déclare Ibrahima. L'État n'est pas responsable à 100% de ce drame. Il ne gère pas la sécurité au niveau de la Mecque. Politique ou pas politique, on s'est dit ils sont en train de jouer le rôle d'opposition. Ces Sénégalais ne se retrouvent pas dans les déclarations du PDS. Selon eux, le moment et le prétexte sont mal choisis. Profiter d'un tel drame pour parler politique est tout simplement pathétique. Le PDS dénonce donc la façon dont ce drame a été géré par le gouvernement. Et puis, notez, cérémonie de prière cet après-midi à l'Institut islamique de Dakar. Prière pour les morts dans la bousculade de Mina en Arabie Saoudite. 12h09, vous suivez le grand journal. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. L'IPRES a injecté près de 4 milliards de francs CFA dans le plan Sésame. C'est le directeur général de l'institution Prévoyance Retraite lui-même qui l'a révélé en tournée dans la zone centre. Mamadou Simbeng a rappelé la décision de l'IPRES de revaloriser les pensions des retraités, mais aussi de les mensualiser à partir du premier paiement en 2016. Correspondance à Kaoula Ibrahima Diamé. Les retraités de l'IPRES ont de quoi pavoiser maintenant. L'Institut de prévoyance des retraités du Sénégal a décidé non seulement de valoriser leurs pensions, mais surtout de les mensualiser. C'est le directeur général de l'IPRES, Mamadou Simbeng, lui-même qui a fait l'annonce. Vous savez, en passant à la mensualisation, nous aurons une meilleure lecture. On aura la vérité des pensions. Et ceci va amener le conseil d'administration, comme il l'a dit, parce que l'organe qui décide, c'est le conseil d'administration. Ils ont déjà décidé, en début 2016, d'augmenter les pensions. Et pour ce qui est de la mensualisation, je peux vous dire déjà que nous sommes techniquement prêts. Et le paiement, le premier paiement de l'année 2016 sera un paiement mensuel. Depuis quelques jours, le conseil d'administration de l'IPRES est en train de faire le tour des régions pour rencontrer les retraités. À l'étape de Kaolack, il a réuni ceux des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine, à qui il a remis donc un chèque global de 30 millions de francs CFA. C'est pour leur prise en charge sanitaire qui entre dans le cadre du plan Sésame. Pour ce qui est des régions de Kaolack, de Fatick et de Kaffrine qu'ils ont réunis aujourd'hui, nous avons distribué tout à l'heure environ 30 millions de francs CFA, dont 13 millions pour l'hôpital de Kaolack, 6 millions pour le centre de santé de Fatick, 6 millions pour Kaffrine et globalement 8 millions pour ce qui est des pharmacies de Fatick et de Kaffrine. D'après le directeur général de l'IPRES, depuis 2006, l'institution a injecté une somme de près de 4 milliards de francs CFA pour la prise en charge sanitaire des retraités dans le cadre du plan Sésame. Ibrahim Diamé, Kaolack, Radio Futur Média. C'est un gros problème dans la banlieue dakaroise. Beaucoup d'enfants ne peuvent pas être inscrits à l'école, d'autres ne peuvent pas passer leurs examens scolaires. C'est parce qu'ils n'ont pas été déclarés à la naissance ou bien c'est parce qu'ils ont des actes de naissance fictifs. Les chiffres sont éloquents. Dans le primaire, 55% des élèves n'ont pas de papier. Dans le secondaire, c'est 30%. À Guédiawaye, les autorités administratives et municipales, tout comme les parents, plaident pour un état civil accessible. Salut Sow. Du monde dans les locaux de l'état civil de Médina Gounass. Le site est pris d'assaut ces temps-ci, scène identique à celle des années précédentes. Ici, c'est comme ça à toutes les rentrées des classes.
que des problèmes avec les actes de naissance fictifs. L'état civil du Sénégal n'est pas sécurisé. C'est ça le problème. Lui, c'est le maire de la commune, Bédiba, dépassé par les faussaires, met en garde. Parce qu'on voit même des gens qui confectionnent des décrets fictifs dans la rue. L'heure est grave, constate la directrice de plan international Dakar Urbain, Ndeye Adama Mbeng, révèle ici des chiffres qui font froid dans le dos. L'année dernière, 55% des enfants qui devaient se présenter à l'examen n'avaient pas de pièce d'état civil. Je pense que c'est des statistiques assez éloquentes. Explosif, inquiétant, incompréhensible, les qualificatifs ne manquent pas. Pour faire face à cette situation, le premier adjoint au maire de Diamaguène Sicap Mbao lui préconise comme solution la pérennisation des audiences foraines. Alpha Tamba. Avec le tribunal départemental de Pékin, on est en train de voir régler pour que les audiences foraines puissent s'organiser davantage. Mais pour un état civil informatisé, fiable et sécurisé, il faut plus de sensibilisation et de formation des parents, insiste le sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye. Souleymane Diallo. Elles sont impliquées dans cette lutte contre la non-déclaration des enfants à la naissance. On pourrait avoir des résultats. Décidément, l'état civil se trouve dans un piteux état, regrette un père de famille trouvé devant la mairie de Médina Gounass, l'air anxieux. Son fils risque de rater son examen. Il prépare le CFE. Son acte de naissance est déclaré fictif par l'officier d'état civil d'ici. En plus bref, à Tambacounda, les professeurs et élèves du lycée Mame Cheikh Mbaye s'opposent à la construction d'un bloc scientifique et ils menacent d'aller en grève. Procès de Mamadou Diop, c'est aujourd'hui. Il a été renvoyé à plusieurs reprises. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité internationale. Binta Diallo, bonjour. Bonjour Antoine. Guinée, la campagne électorale prend fin demain. On est dans la dernière ligne droite de la campagne électorale qui s'achève demain. Chaque candidat y va de son slogan et affiche sa confiance. Nous allons retrouver en Guinée Alassane Samba Diop. Un coup KO, c'est le slogan de campagne du président sortant Alpha Condé. Le pays est KO, réplique son principal challenger, celui d'Alain Diallo. Le temps est donné, la campagne est dans sa dernière ligne droite. Les 6 millions de Guinéens votent dimanche prochain. Et un deuxième tour est fort probable. Là, Alpha Condé aura fort à faire. Les alliances vont se nouer. S'il y a Touré, il risque d'être le faiseur droit. Il n'exclut aucune possibilité. Celui d'Alain Diallo joue au coup stratégique avec son alliance avec Dadis Camara, Lansana Kouyaté et n'a pas dit son dernier mot. Il jure de faire chuter Alpha Condé et l'accuse de l'avoir trahi en 2010. Le président sortant mise sur le retour de l'électricité en Guinée avec le barrage de Caleta. 18 ans que ce pays n'avait pas de courant. Conakry ne vit plus au rythme des groupes électrogènes. Mais est-ce suffisant pour un pays qui patauge dans la pauvreté, qui sera KO le 11 octobre? Le verdict sortira des urnes. Alassane Samba Diop, Conakry, RFM. Désarmement des ex-RSP au Burkina Faso, une trentaine parmi eux sont introuvables. Ils se sont fondus dans la nature avec leurs armes. 30 parmi les soldats de l'unité putschiste n'ont jusque-là pas rejoint leur corps d'affectation. C'est une annonce du ministère burkinabé de la Défense. Les détails avec Mamdikou Bey, stagiaire. Au Burkina Faso, le gouvernement annonce qu'une trentaine d'hommes de l'ex-RSP n'ont pas encore rejoint leur nouveau poste. Le secrétaire général du ministère de la Défense, Alassane Moné, déclare aussi qu'il y a des soldats qui sont dans la nature et des armes qui n'ont pas été retrouvées. Des propos tenus lors de la conférence de presse hebdomadaire du gouvernement. Toutefois, l'officier supérieur poursuit que la plupart des éléments du régiment de sécurité présidentielle ont rejoint leur nouvelle affectation. La RSP était l'ancienne garde prétorienne du président déchu Blaise Compaoré. Ce dernier est chassé par la rue après 27 ans au pouvoir. La RSP était l'ancienne garde prétorienne du président déchu Blaise Compaoré. Ce dernier est chassé par la rue après 27 ans au pouvoir en octobre 2014. Revenant sur les hommes de l'ex-RSP, l'officier indique que sur 207 soldats affectés, il n'y a que 3 qui n'ont pas encore rejoint. Les manquants étaient recherchés par les forces de sécurité. Le général Gilbert Diendéré, ancien chef d'état-major de Compaoré, et l'ex-ministre des Affaires étrangères sont inculpés pour attentat à la sûreté de l'État et haute trahison. Nous restons au Burkina Faso où les dates prochaines des législatives et de la présidentielle pourraient être dévoilées sous peu. Le ministre de l'Habitat a annoncé que la date serait probablement arrêtée à la prochaine réunion du Conseil des ministres. Les joutes électorales au Faso ont été reportées à cause du putsch de Diendéré.
Violence en Centrafrique, la justice ouvre une enquête. Contre les auteurs de troubles à Bangui, violence qui avait fait plus de 60 morts, l'enquête ouverte a été annoncée par le ministre centrafricain de la Justice, Daouda Diouf. C'est dans une déclaration faite à la radio d'État que le ministre de la Justice, Aristide Sonkabi, a affirmé que devant des comportements flagrants qui sont conçus d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, de complot, d'incitation à la guerre, à la désobéissance civile, à la haine et de complicité, le gouvernement centrafricain a instruit les autorités judiciaires compétentes au fin d'ouvrir une enquête à l'effet de rechercher et d'arrêter les présumés auteurs et complices. Selon toujours le ministre de la Justice, les responsables politiques sont réunis pour réclamer une troisième transition afin de retarder le processus électoral prévu en ce mois d'octobre et soutenir publiquement ces violences. C'est mis en cause seront tous traduits devant la justice centrafricaine internationale et que le gouvernement prendra toutes les dispositions nécessaires. En Centrafrique, ces violences qui ont éclaté le 26 septembre ont fait 61 morts et 300 blessés. Elles ont éclaté après l'assassinat d'un conducteur de moto-taxi qui est un musulman. La crise entre le Rwanda et le Burundi s'accentue. Un diplomate rwandais a été renvoyé du Burundi. Il avait jusqu'à ce matin 10 heures pour quitter Bujumbura, un autre jalon posé et qui confirme l'état dégradant des relations entre le Rwanda et le Burundi. Il est reproché au ministre conseiller ingérence dans les affaires intérieures en lien avec la crise. Et en République démocratique du Congo, Antoine, pour terminer, le gouverneur du Nord Kivu accuse l'ONU d'avoir tué 5 civils dans une attaque aérienne. C'était l'actualité internationale avec Binta Diallo, merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur la politisation du drame de Milan, le PDS réclame la démission du gouvernement. La PR parle de déclaration immorale face à un tel drame. Vous aurez la parole dans quelques instants. Rebonjour Malal Junior Diagne. Rebonjour Antoine. En ouverture de cette page des sports du football, Issa Hayatou, c'est le président de la CAF, devient le président de la FIFA. C'est après la décision du comité d'éthique de la FIFA qui a suspendu ce matin ses batteurs Michel Platini et Jérôme Valque pour une durée de 3 mois. Une décision rendue publique ce matin est résumée par Mamadou Mohamed. 3 mois de suspension pour Michel Platini, président de l'UEFA, Sepp Blatter, président de la FIFA et Jérôme Valque. Ce dernier était déjà relevé de ses fonctions de secrétaire général de la FIFA depuis mi-septembre. La suspension est décidée par le comité d'éthique de l'instance dirigeante du football mondial. Une suspension de 45 jours maximum pourrait être prononcée ultérieurement. Chang Meng-jung, candidat à la prochaine élection présidentielle de son pays, a quant à lui écopé de 6 ans de suspension et 100 000 francs suisses d'amende, soit plus de 60 millions de francs CFA. Ces suspensions sont appliquées de manière immédiate, peut-on lire dans le communiqué du comité d'éthique. Reste à savoir qui va remplacer temporairement Sepp Blatter et Michel Platini à la tête de leur instance respective. Selon les statuts, Issa Hayatou deviendrait le président de la FIFA par intérim, tandis que l'UEFA serait gouverné par Angel Maria Biar, vice-président de l'Union des associations européennes de football, UEFA. Tournoi international de Louga, football, oui, la Linguère de Saint-Louis sur la ligne de départ. Pour la 3e édition, c'est la première participation de la Linguère de Saint-Louis à ce tournoi international de Louga, avec donc le Ndiambour de Louga, le Casa Sport et l'équipe de Gambian Army Force. À 72 heures, à plutôt 2 jours du démarrage de cette compétition, le promoteur du tournoi se dit prêt pour une bonne organisation. Abdoulaye Sarr est avec RFM. Préparatifs vont train, nous avons réalisé à 60% le budget. Le tournoi est en train de grandir parce que déjà les autorités sont de pied ferme là-dessus. Ce sont elles-mêmes qui nous ont demandé, à les autorités administratives, politiques, qui nous ont demandé de vraiment pérenniser ce tournoi parce que ça grandit Louga, ça rehausse la sportivité dans la ville de Louga. Parce que vous savez, Ndiambour de Louga est une grande ville d'abord artistique, culturelle, mais aussi sportive, parce que le Ndiambour a eu à jouer de grands rôles dans le championnat national, avec l'arrivée encore à nouveau des Alekasa qui ont choisi de venir à Louga. Donc je crois que ce sera encore une grande première à Louga, avec le 12e Gaïde national, avec les batteurs de Louga. Je crois que ce sera une belle fête le week-end prochain.
Football toujours à noter ce jeudi, le Sénégal qui joue contre l'équipe nationale de l'Égypte. Le Sénégal, c'est la sélection olympique. La rencontre est prévue à Dubaï. On poursuit également les éliminatoires de l'Euro 2016 avec au programme aujourd'hui l'Albanie qui joue contre la Serbie. Le Portugal en cas de victoire peut se qualifier directement donc pour cette compétition sera face au Danemark. Et enfin, l'équipe championne du monde, l'Irlande qui joue, l'Allemagne plutôt qui joue contre l'Irlande. La France, pays organisateur, joue en cette journée de compétition officielle un match amical contre l'équipe de l'Arménie. Parlons maintenant du tournoi de la CEDEAO. Le Sénégal est fin prêt pour cette compétition. Ce matin, les équipes et les acteurs se sont donc livrés à la traditionnelle cérémonie de pesée. Également, on a donc eu à organiser le tirage au sort de la phase de poule pour ces 14 pays participants. Sodecam était à l'hôtel ce matin. Une bonne ambiance dans l'hôtel qui abrite les délégations fédérales qui doivent prendre part au tournoi de la CEDEAO. L'heure est au dernier réglage. Classé 4e lors de l'édition précédente, le Togo espère réaliser une meilleure campagne. Zakaria Soroham est l'entraîneur du Togo. Je pense que par le passé, nous avons occupé du bon rang, mais nous voulions améliorer notre performance. Si possible, nous allons remporter les trophées et remporter aussi des médailles en or au Togo. Mal classée lors de la 6e édition, la Guinée veut cette fois-ci se mesurer aux grands et remporter des médailles, selon l'entraîneur Alpha Omar Bari. Honnêtement, on ne s'est pas bien classé. On a rectifié beaucoup de nos erreurs. Ce qui manquait, on s'est basé par des comparaisons. Parce qu'il faut te comparer aux grands si tu veux être grand. Par exemple, on se compare au Sénégal, le Niger, le Nigeria, qui sont des grands favoris. Mais nous aussi, cette fois-ci, on se réserve, on ne parle pas beaucoup. Vice-champion est cité parmi les favoris du tournoi. Le Niger vise le titre. Et Ali Al-Mokhtar, le coach des Nigériens, reste confiant. Si on récapitule les années antérieures, on ne peut pas avoir plus d'une année où le Niger n'a jamais eu de médaille. C'est pas possible. Chaque fois, on est le même esprit. L'objectif de tout et chacun ici, c'est d'avoir un meilleur résultat. C'est ça, moi, c'est mon objectif. Ils sont tous optimistes pour des médailles et sûrs de leur préparation. À 24 heures du démarrage de la 7e édition du tournoi de la CEDEAO, Dakar 2015. Et du côté de l'équipe nationale du Sénégal, l'entraîneur a un seul mot à la bouche, gagner, encore gagner, toujours gagner pour rester leader dans cette zone de la CEDEAO. Envoie ça, c'est entraîné ce matin avec Sodecam. Uniquement pour gagner, parce que nous sommes champions en titre et gagner aussi le tournoi de 4 grands en Gambie. Et nous sommes le pays hôte, donc tout le monde nous attend comme d'habitude. Mais notre objectif majeur, c'est gagner le tournoi. Vous êtes champion en titre, vous venez de le dire, ça veut dire que les autres adversaires nous attendent. Mais bien sûr, tout le temps, ils nous attendent. C'est comme ça. Chaque compétition est dure. Parce qu'à partir de la préparation, les heures des entraînements et tout, et les équipes, ils veulent gagner. Le Sénégal, non, c'est pas facile. En 66 kilos, c'est Moussa Faye. En 76, c'est Momodou Faye. En 86, c'est Fidan Niang. Et 100, il regrette, mais plus de 100 pour des chars. Des compétitions entendent à suivre en direct sur la télé Futur Média et pour la RFM. Ce sera à partir de samedi et dimanche avec Eladji Ngandiagne, Amadou Mbaye Garni et moi-même. Merci Malal Junior Dan.